Bonsoir et bienvenue sur Jam Flumel. Dans cet épisode, nous allons évoquer les différents liens d'âme. Cette capsule est une introduction au prochain épisode qui parlera de l'amour sacrificiel et de l'amour inconditionnel. Alors, dans un premier temps, évoquons les liens dits amoureux sur ce plan terrestre, entre guillemets, qui sont vécus dans la grande majorité des cas par beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre. De façon très froide et cartésienne, disons que deux individus se rencontrent, s'attirent, de par l'émergence d'émotions, de sentiments chez l'un et chez l'autre. Et dans cette espèce de sentiment de complétude vécu l'un en face de l'autre, s'identifie à cette notion d'amour, notion véhiculée autour d'eux depuis petit au travers leur famille, leur religion, leur tradition, leur culture, leur environnement et tout ce qu'ils ont pu entendre dire sur cet amour depuis tout petit. Sur un plan purement physique et chimique, on sait aujourd'hui que chacun sécrète des phéromones et qu'il y a une attirance de par cette sécrétion de phéromones, exactement comme les animaux, qui explique cette attirance magnétique entre ces deux individus, nécessaire à la reproduction de l'espèce humaine. Sur un plan psychanalytique, il y a d'autres paramètres qu'on peut retrouver dans l'attirance de deux individus, qui sont celui du triangle de Karpman, qui explique que selon nos interactions dans cette vie, nous nous positionnons soit en tant que victime, soit en tant que sauveur, soit en tant que bourreau. Ces deux individus qui se rencontrent ont un passif, ont vécu des traumatismes dans leur enfance, des blessures d'âme qui font que quand elles se retrouvent, elles se complètent dans leurs blessures, ce qui explique ce sentiment de complétude l'un avec l'autre. Il s'agit en fait de blessures complémentaires. Si l'un des deux a vécu une blessure d'abandon, conséquente à un manque d'amour d'un des deux parents, ou au départ trop précoce d'un des deux parents pour une raison diverse, il retrouvera chez l'autre cette part qui lui manque. Un pansement sur cette plaie qui fait qu'il se sentira conforté et rassuré au contact de cette personne. Il adoptera un rôle lui permettant de recevoir l'amour qu'il recherche chez son compagnon. Exemple, un homme qui aurait souffert de cette blessure d'abandon d'un de ses deux parents petits va rechercher désespérément la présence d'une maman. C'est-à-dire, il va rechercher la présence d'un amour maternel qui s'occupera de lui, qui lui donnera cet amour qui lui manque depuis tout petit. Pour satisfaire ce manque d'amour, il adoptera la position de la victime. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Si cet homme rencontre une femme qui a souffert d'une blessure complémentaire dans sa jeune enfance et recherche désespérément à offrir son amour à un homme, à s'occuper d'un homme, à sauver un homme en espérant se faire aimer en retour, ils seront complémentaires. Elle adoptera, elle, le rôle du sauveur, sauveur sacrificiel, qui vient s'occuper de ce petit enfant en manque d'amour. Ce peut être aussi le syndrome de Superman, où un homme se sent le devoir de sauver ses conquêtes. Il part à la recherche de femmes fragiles, de femmes enfants, dont il va pouvoir s'occuper pour asseoir la pleine puissance de sa masculinité et ainsi espérer recevoir en retour cet amour qui lui manque aussi, cette assurance et cette confiance en lui qui lui manque. Pour certains couples plus dysfonctionnels, il y a en effet l'attitude du bourreau que l'on retrouve chez des personnes à majorité pervers narcissiques, entre guillemets, des personnes dites toxiques qui vont, elles, abuser de leur ascendant sur l'autre parce qu'elles recherchent une victime et elles recherchent souvent, selon des schémas familiaux, à reproduire l'image d'un père qui a pu être violent ou agressif ou abusif envers une mère qui se positionnait en victime. L'idée est que, quelle que soit la configuration du couple, on retrouve toujours cette dualité et en même temps cette complémentarité avec un échange de rôles, de sauveur, de bourreau, de victime en permanence. Quelle que soit la configuration, quelle que soit l'attirance, l'attachement, l'affection que ces personnes peuvent avoir l'une pour l'autre, elles se complètent dans leurs souffrances et dans leurs blessures. Il ne s'agit donc pas réellement d'un amour comme je l'appelle inconditionnel, mais plutôt d'une association à un type d'amour qu'elles ont vu véhiculer autour d'elles depuis tout petit, auquel elles s'identifient et qu'elles pensent vivre pleinement jusqu'au moment où évolution personnelle, évolution de la vie, changements hormonaux, que sais-je, le couple ne se coordonne plus dans ses blessures, ne se complète plus et est amené à se séparer. Aujourd'hui, cette séparation est
possible, mais encore une fois, malgré que l'un des deux puisse asseoir une certaine indépendance, ces traumatismes vécus dans son enfance, s'ils ne sont pas traités, peuvent le maintenir dans cette situation de victime ou de sauveur sacrificiel avec un bourreau ou avec un mari dysfonctionnel ou une femme dysfonctionnelle. Ce qui provoque des schémas répétitifs, continuels, que l'on change de conjoint ou pas, et qui ont des répercussions sur la famille, sur la structure familiale, sur les enfants, qui adopteront, eux, dans leur futur, les mêmes comportements que leurs parents. Alors, c'est un tableau un peu froid, certes, mais très réaliste que je vous fais là, de tous les couples que vous pouvez retrouver autour de vous. Ouvrez les yeux, essayez d'évaluer les choses avec un maximum de discernement, et vous verrez que même les couples qui durent toute une vie ne se raccrochent l'un à l'autre que pour des raisons matérielles ou psychologiques, parce que dans l'impossibilité de guérir leurs blessures, et donc en dépendance de l'autre. Il y a donc la création d'une dépendance l'un à l'autre, parce qu'on se sent vulnérable si on quitte l'autre ou si on est séparé de l'autre. Et ce sentiment qu'on pensait être de l'amour se transforme finalement en une indifférence totale dans les meilleurs cas, ou alors un sentiment d'attachement et d'affection qui pourra perdurer une vie, mais qui n'est pas en réalité de l'amour. Là aussi, exemple, une femme qui cherchait à sauver son mari, une fois qu'elle aura eu des enfants, va se sacrifier et donner toute son énergie, son attention à ses petits et se détourner ainsi du mari. Mari qui prendra ses distances et finira par aller chercher l'amour maternel qu'il recherchait chez sa compagne, chez une autre compagne. Le sauveur Superman qui aura sauvé sa femme-enfant partira chercher une autre femme-enfant une fois que sa femme se sera remise sur pattes, guérie, aura évolué et décidé de s'occuper d'elle. On retrouve toujours en permanence ce saut de conjoint en conjoint, de conquête en conquête, que l'on pense être de l'amour et qui finissent avec le temps par s'effilocher parce qu'en fait, n'étant qu'une recherche égotique de combler un manque en soi d'amour que nous ne nous apportons pas. Alors, loin de moi l'idée d'incriminer ce genre de duo, car nous passons tous par ces phases, nous expérimentons tous ces rapports amoureux, entre guillemets, que nous pensons être de l'amour et qui finissent par nous épuiser et nous désillusionner. Il n'y a pas réellement de coupable et de victime dans ce genre de duo, car de toute évidence, une femme qui se positionne en victime face à un mari bourreau entretient le bourreau. Tant qu'il y aura des femmes victimes, il y aura des bourreaux. Donc si vous transposez ça à une femme qui est abusée par un mari ou un homme qui est abusé par sa femme, tant qu'il adoptera lui-même l'attitude de la victime, son conjoint se comportera comme un bourreau et continuera de lui faire du mal. Donc prenez conscience que le mal au sein des structures amoureuses dysfonctionnelles ne vient pas d'un ou de l'autre des individus, mais des deux qui sont consentants à cette relation dès le départ et qui entretiennent, de par leur rôle respectif et complémentaire, le mal engendré dans ce couple dysfonctionnel et toxique. Alors comment se sortir de cette quête permanente de penser que l'autre, dans un couple, va nous apporter ce dont on a besoin. Nous sommes en quête perpétuelle d'aller chercher chez autrui ce qu'il nous manque en nous. Voilà pour mon approche yang de l'amour. Maintenant, je vais aborder une approche plus yin, plus spirituelle de ce qu'est l'amour sur ce plan terrestre. Partant du principe que toute âme incarnée sur cette terre est dans cette vie-ci pour évoluer. Nous sommes tous incarnés dans la matière pour explorer cette densité et essayer de travailler sur nous, d'évoluer, de sortir de nos schémas karmiques, nos schémas transgénérationnels, nos blessures d'âme et nos souffrances, afin de nous améliorer et de nous connecter avec notre essence profonde et trouver en nous cet amour qui nous manque tant. Pour ce faire, nous interagissons les uns avec les autres et dites-vous que chaque individu qui vient dans votre vie est là pour vous faire avancer. Quelles que soient les interactions que vous avez autour de vous, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, affectives, professionnelles, elles sont là pour vous faire avancer et que vous puissiez tirer des leçons à chaque fois que vous éprouvez des souffrances, à chaque réveil en vous de ce que j'appelle le matériel traumatique, c'est-à-dire des charges énergétiques lourdes qui vous rappellent vos blessures traumatiques liées à votre enfance dans cette vie-ci ou à des schémas karmiques, c'est-à-dire des vies vécues sur d'autres plans.
Dans les relations amoureuses, nous sommes donc amenés à vivre différents types de relations d'âme, c'est-à-dire qu'une fois incarnés sur cette terre, nous rencontrons des âmes qui sont là pour nous faire évoluer. Ces relations d'âme sont spécifiques et pour chacune, on peut retrouver des particularités. Les relations d'âme les plus couramment retrouvées sur ce plan terrestre sont, dans un premier temps, les relations dites karmiques. La relation karmique, elle intervient parce qu'on a vécu sur d'autres plans avec une âme, des événements, des trahisons, des injustices, des deuils, des séparations très difficiles. Quand nous sommes amenés à recroiser sur ce plan, dans cette vie, ces âmes que nous avons rencontrées sur d'autres plans, dans d'autres vies, les décharges émotionnelles sont extrêmement fortes. Pourquoi ? Parce que nous portons la mémoire des injustices, des deuils, des trahisons vécues avec ces personnes et que quand nous nous retrouvons, il y a instinctivement une reconnaissance très forte ressentie par les deux individus. Une particularité dans ces liens d'âme, c'est cette sensation de s'être déjà vu, de se connaître, de s'être déjà rencontré quelque part. Les peurs que nous avons vécues sur d'autres plans avec ces personnes, nous les ressentons très vivement quand nous nous retrouvons à nouveau. Le désir dans ces relations est très puissant également. Vous mélangez le désir et la peur, vous avez la passion. Les relations karmiques sont donc marquées par des passions, une reconnaissance instinctive très forte, l'envie d'être ensemble et en même temps l'envie de se rejeter. Donc il y a vraiment ce sentiment d'amour très fort, très fusionnel et en même temps de peur viscérale de perdre l'autre qui peuvent amener le couple à ces jeux de je t'aime moi non plus, de fuis-moi, je te suis, etc., etc. On a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce mélange d'attachement, d'amour et de peur, une espèce de confusion de toutes ces émotions qui font d'ailleurs ressentir très fortement des pressions, des tensions au niveau du plexus solaire. C'est ce qu'on appelle les papillons dans le ventre, des sensations très fortes, un peu en mode grand 8 ascensionnel. Elles font ressortir l'animus chez les deux individus, c'est-à-dire l'ego, le cerveau reptilien s'emballe et ce mélange de peur, d'émotions fortes, de désir, de manque de l'autre, de besoin peut très vite se transformer en cocktail Molotov qui se finira très souvent en pertes et fracas. Ces relations peuvent durer de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois, voire quelques années pour les plus courageux, mais il y a un ascenseur émotionnel qui peut vraiment être épuisant avec le temps, c'est-à-dire que souvent ce sont des couples qui peuvent faire émerger le pire comme le meilleur, c'est-à-dire c'est le grand 8 émotionnel. On surfe entre des moments d'extase parce que les deux sont en pleine complémentarité, à des moments de down total où il y a des crises, de la jalousie, parce que de la possessivité, de la peur de perdre l'autre tout simplement. Les dépendances affectives sont également exacerbées, ce qui provoque le départ précoce de l'un des deux, ou alors provoque la fuite de l'un des deux, et la souffrance dépasse de loin le plaisir dans ce couple. Tout l'enjeu de ces relations karmiques est d'épurer le karma présent entre les deux individus. C'est-à-dire que les souffrances que l'on a vécues sur d'autres plans sont à nouveau exacerbées, souvent dans un jeu de rôle inversé par rapport au drame que l'on aurait pu vivre dans une autre vie. Et cela pour rééquilibrer totalement les choses, c'est-à-dire effacer la dette karmique présente entre les deux amoureux. Les ruptures sont souvent très difficiles, elles peuvent être assez brutales, se finissent mal dans l'animosité, les ressentiments, la colère, la trahison. Elles peuvent également se finir tout simplement par l'abandon d'un des deux. Souvent, celui qui aura sacrifié le plus d'amour dans ce lien peut être abandonné par l'autre. L'ego a été mis à rude épreuve, il est affecté, il a pu élaborer des charges énergétiques très lourdes pendant ses relations, ce qui explique qu'il a été malmené de façon très intense émotionnellement. On met du temps à s'en remettre. Ce qu'on peut en retenir, c'est les leçons assimilées, c'est-à-dire qu'une personne qui a connu ce genre de relation met du temps à s'en remettre, certes, mais ne se fera plus avoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a vu le pire d'elle-même ressurgir dans ce genre de relation, elle sait qu'elle doit travailler sur elle, elle sait qu'elle doit se remettre en question, notamment dans ses relations, et elle va commencer un travail d'ordre psychologique pour voir là où elle a failli sur ce type d'épreuve et où elle ne faiblira plus, où elle ne faillira plus sur les prochaines relations.
Les relations d'âme nous permettent d'apprendre de nous-mêmes, nous permettent de comprendre nos dysfonctionnements. C'est donc un très bon tremplin, même si ça se fait dans la souffrance et dans la douleur, ça nous permet de voir et de mettre en miroir nos failles et nos blessures, notamment dans nos dépendances affectives. C'est ce en quoi ces ruptures sont douloureuses et qu'on met du temps à s'en remettre, c'est que l'attachement à l'autre est tel pendant la relation karmique qu'il nous faudra un temps de sevrage considérable pour nous défaire de l'emprise de cette relation sur nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'impression d'être complètement intoxiqué et qu'il va nous falloir un sas de récupération important. Les longs mois qui suivent cette relation sont douloureux, mais salvateurs. Ils sont douloureux surtout pour l'ego qui souffre dans sa chair. Le sevrage de ces relations karmiques, il est difficile physiquement et psychologiquement. Il y a vraiment une perte de repères et voilà, la personne n'arrive plus à s'alimenter correctement, perd du poids ou alors à contrario se défonce dans le sport pour sortir de cet état de léthargie intérieure dans laquelle on se ressent, de souffrance terrible de l'ego. Pour les plus chanceux, c'est là que survient la relation pansement, c'est-à-dire que pendant ce sevrage, arrive dans nos vies une personne qui va nous aider à traverser cette crise égotique. Et souvent, ce sont des relations qui sont légères, qui font du bien, qui sont moins houleuses et moins tendues que les relations karmiques et qui nous permettent d'accuser le coup, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment là pour nous aider à nous réparer. Ce sont des relations qui font du bien, qui nous soignent, mais qui ne durent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles n'étaient en fait là que pour amortir le choc de cette précédente relation karmique et que l'investissement émotionnel, affectif et amoureux est moindre par rapport à ce qu'on connaît dans des relations d'âme. Toutes ces relations amoureuses dont je vous ai parlé se soldent toujours par une prise de conscience et l'envie de ne plus connaître à nouveau ces souffrances. C'est cette envie qui nous pousse à commencer un travail soit d'accompagnement psychothérapeutique, soit de recherche de nos failles, de nos dysfonctionnements, et qui font que petit à petit, on va apprendre à combler ce vide en nous, à combler ce manque, à combler ces dépendances affectives par nous-mêmes, et grandir au final, apprendre et grandir. Pour ceux qui ne pourront pas faire ce travail parce que trop d'ego, trop de charges traumatiques, la vie les remettra face à ce même type de lien amoureux de façon plus ou moins cyclique, mais toujours en augmentant un peu plus le volume au fur et à mesure des années. Le but étant d'être mis une bonne fois pour toutes au pied du mur et de réussir à s'en sortir. Alors voilà pour les relations karmiques. Heureusement, il y a des relations d'âme qui se passent de façon beaucoup plus douce, qui nous apprennent de nous-mêmes de façon beaucoup moins dramatique, notamment les liens d'âme-sœur. Petite précision, dans cette capsule, je parle de liens d'amour, donc je n'évoquerai pas les liens d'âme sœur que l'on rencontre dans d'autres domaines de nos vies. L'âme sœur fait partie de sa famille d'âmes. C'est une âme qu'on a rencontrée également sur d'autres plans. C'est une âme qui nous a suivis sur nos différents parcours d'incarnation et c'est une âme qu'on reconnaît instinctivement également. Il y a toujours dans les relations d'âme cette impression de déjà-vu et cette reconnaissance tout de suite lors des premiers contacts. Il y a toujours cette rhétorique de connexion. Vraiment, on est connecté. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien télépathique entre deux âmes. La reconnaissance de deux âmes se fait en dehors de nos corps. Sur les plans subtils, il y a vraiment une reconnaissance énergétique qui nous permet de communiquer au travers nos rêves, au travers nos ressentis quotidiens, et on sait quand l'autre pense à nous et vice-versa. C'est très subtil, mais les personnes qui expérimentent les liens d'âme savent, reconnaissent ces connexions énergétiques, cette communication intangible. Chez les âmes sœurs, il n'y a pas de karma, c'est-à-dire que quand elles se retrouvent, elles sont déjà assez avancées sur leur parcours de vie, sauf si elles ont la chance de se reconnecter très jeunes, mais pour la plupart, il y a vraiment déjà une espèce de maturation qui fait qu'on est sorti de ces dysfonctionnements psychologiques, on a fait un travail sur ces blessures, ce qui laisse la possibilité à ces âmes de se présenter à nous. Les reconnexions d'âmes sœurs sont très agréables parce qu'elles sont très douces et il y a vraiment un lien d'amitié très fort qui émerge avant le sentiment amoureux. C'est vraiment qui se ressemble s'assemble. Il y a des valeurs communes, des goûts communs, il y a un profond respect de l'un pour l'autre, il y a des partages, c'est vraiment une relation qui nous nourrit. On se nourrit l'un de l'autre.
Des relations dans lesquelles l'estime, la confiance en l'autre prédomine et souvent ce désir de posséder l'autre que l'on retrouve dans d'autres relations n'existe pas. En ce qui concerne les ressentis corporels, dans le lien d'âme-sœur, on peut aussi avoir ces sensations qu'on retrouve dans les liens karmiques, mais beaucoup plus apaisées, c'est-à-dire un sentiment de paix au contact de l'autre, une sensation de chaleur intérieure, une sensation de bien-être et d'apaisement. Ces relations nous permettent de nous perfectionner dans la connaissance de soi. Elles nous mettent en miroir nos dysfonctionnements de façon beaucoup plus subtile et nous permettent de travailler en douceur sur les choses qu'on doit apprendre de nous, mais aussi sur le détachement, le respect et la confiance absolue en l'autre. Les relations d'âme-sœur, si elles doivent se finir, se dénouent comme elles se sont nouées, en douceur. Ces êtres qui font partie de nos familles d'âme nous aiment d'ailleurs de façon inconditionnelle. Qu'on soit là ou pas, qu'on soit ensemble ou pas, ce sont des personnes qui restent bienveillantes et ce sont des personnes qui restent présentes tout au long de nos vies. Enfin, et pas des moindres, les relations de flammes jumelles ou d'âmes jumelles. Ces relations sont très particulières et évidemment, si j'y consacre une chaîne, c'est qu'il y a beaucoup à dire et une vie ne suffirait pas. Cette relation, elle est particulière parce que c'est la relation. C'est la relation qui ne nous permet pas seulement d'évoluer, mais qui permet de se reconnecter avec soi-même, avec un S majuscule. Je vais essayer de rester assez factuel pour que vous puissiez y voir clair et ne pas m'étaler sur le sujet. Le contenu de ma chaîne YouTube étant consacré à ce sujet dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires. La reconnexion avec sa flamme jumelle, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai préalablement évoqué. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'intensité à ce moment-là. Il y a une reconnaissance très subtile malgré le fait que tout nous oppose. On ressent une profonde connexion, sans le soulèvement de cœur que l'on peut retrouver dans les relations karmiques et sans la complicité que l'on peut retrouver chez les âmes sœurs. Bien au contraire, beaucoup de choses nous séparent, c'est-à-dire nous distinguent l'un de l'autre. Il y a beaucoup de différences, beaucoup de valeurs qui ne sont pas les mêmes, de goûts qui ne sont pas les mêmes, des aspirations qui ne sont pas les mêmes également, des différences d'âge, des différences de culture, des différences de religion, des différences de niveau social ou même de penchant sexuel. Comme si tous ces obstacles étaient nécessaires pour nous permettre de voir que malgré tout ce qui nous distingue et nous différencie, on ressent un profond sentiment d'unicité avec cette personne. On la connaît, on ne sait pas d'où, on la reconnaît, on ne sait pas d'où, mais on sait tout de suite que cette personne sera importante dans notre vie. On ne sait absolument pas pourquoi, mais on le sait. La caractéristique de ce lien, c'est la reconnaissance énergétique. C'est-à-dire que le moindre contact physique, la moindre odeur, le moindre toucher, le moindre regard, il y a quelque chose de profond, d'inexplicable, d'inqualifiable, mais on se reconnaît dans l'autre. On s'aperçoit également qu'avant cette reconnexion, tout un tas d'événements nous avaient préparés à ces retrouvailles, qui nous faisaient sentir que ce moment allait arriver. Le point commun de ces relations de flammes jumelles, c'est qu'il n'y a pas de rapport de séduction. Ce n'est pas possible d'être dans un rapport de séduction parce que la séduction induit de l'ego. La séduction induit le désir de plaire. La séduction induit un jeu de rôle auquel on s'adonne afin de provoquer l'excitation, le désir chez l'autre. Or, ce désir de séduction n'existe pas chez les deux protagonistes parce qu'au contraire, on est attiré et on se met à nu l'un en face de l'autre sans même savoir pourquoi. C'est une relation qui nous fait absolument mettre de côté tout ce qu'on a utilisé dans nos vies pour plaire, séduire, exciter ou provoquer l'attrait ou l'attirance des autres. Ce début de relation anéantit littéralement tous les masques qu'on a pu porter toute notre vie. On ne peut qu'être soi-même face à l'autre, on n'a pas le choix, c'est comme si on se sentait poussé à se montrer tel que l'on est, d'âme à âme, sans même chercher à dissimuler ou mentir sur notre vraie nature. Évidemment, cette phase ne dure pas, très vite on remet nos masques et très vite les égos ressurgissent, les peurs également, ce qui provoque la fuite de l'un des deux face à l'intensité de ce lien.
et la perdition totale de l'autre qui ne comprend pas cette fuite inexpliquée de cette personne qui s'est si naturellement et spontanément ouverte. Malheureusement, une fois qu'il y a eu une reconnexion de ces deux flammes jumelles dans leur intimité, il n'y a plus moyen, après cela, de vivre l'un sans l'autre, ou tout du moins de penser pouvoir vivre séparés l'un de l'autre. S'en suivra, durant des mois, voire des années, des allers-retours de l'un et de l'autre en permanence, ce lien étant ressenti énergétiquement par l'un comme par l'autre de façon plus ou moins forte, un lien magnétique, c'est-à-dire que là on est face à deux aimants qui ne peuvent pas se séparer. Et c'est parce qu'on aura beau tout faire pour nous séparer, que ce soit nos familles, que ce soit des relations avec d'autres personnes, que ce soit la distance géographique, que ce soit nos différences, comme je l'expliquais, culturelles, religieuses ou autres, rien ne peut séparer deux flammes jumelles. Rien ne peut séparer deux personnes qui sont énergétiquement connectées comme des flammes jumelles. Ce lien est un lien qui perdure dans le temps parce qu'il n'est ni sujet au temps, ni sujet à l'espace, ni sujet à rien qui peut nous séparer sur ce plan planétaire. C'est une relation qui est dite cosmique, c'est une relation qui dépasse tout ce qu'on peut connaître dans cette existence physique, c'est une relation qui est très spirituelle, qui dépasse l'entendement, c'est une relation dont on ne peut pas parler à autrui parce que seules les personnes qui ont vécu ce type de relation peuvent comprendre ce qu'on ressent. C'est une relation qui, une fois scellée dans la matière, est indélébile et indéfectible. L'amour ressenti par les deux, parce que c'est un amour inconditionnel dont il s'agit, cette connexion dont on ne sait pas mettre de mots dessus en début de parcours, cette connexion, cet amour, rien ne peut l'anéantir, rien ne peut l'affaiblir. Au contraire, il est exponentiel et il grandit avec les années. Ce duo a allumé l'un chez l'autre une flamme qui jamais ne s'éteindra et qui, plus les années vont passer, plus le temps va passer, plus l'intensité de cette flamme va grandir et occupera toute la place à l'intérieur de l'un et de l'autre. Cette relation, contrairement à toutes les autres, provoquera de façon croissante l'évolution de l'un comme de l'autre, évolution qui ne peut plus s'arrêter et qui est d'une exigence telle qu'elle impose aux deux êtres de devenir la version la plus pure d'elle-même. Elle nous impose de nous reconnecter à notre véritable essence, elle nous impose de nous reconnecter avec notre soi supérieur, elle nous impose de mettre à bas tous les masques qu'on a pu porter toute nos vies, et elle nous impose de s'affranchir de toutes nos peurs les plus profondes, ces peurs qui nous empêchent d'ailleurs de vivre pleinement ce lien. Ce lien est si exigeant qu'il nous permet de nous affranchir également de tout ce qui nous limite dans nos vies et de nous dépasser, de dépasser toutes nos peurs et ainsi nous séparer de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc on sort de nos structures environnementales, affectives, familiales, on change de pays, on change d'alimentation, on change de corps, on change d'apparence, on change tout. On se reconnecte à une dimension autre que celle qui nous est proposée sur ce plan terrestre et on évolue. Cette métamorphose passe par des moments très douloureux qui sont des souffrances d'ordre psychique que l'on connaît au paroxysme lors de notre nuit noire de l'âme qui est conséquente à notre séparation dans le duo. C'est cette transmutation qui permettra à l'un des deux de s'éveiller le premier dans ce lien, celui qu'on appelle la polarité consciente qui est porteur de lumière et qui guidera l'autre vers ce chemin qu'il prendra lui également. En ce qui concerne les ressentis corporels dans le lien de flamme jumelle, on n'arrive pas à qualifier ce qu'on ressent pour l'autre. C'est vraiment quelque chose d'inqualifiable qui d'ailleurs, tant qu'on n'a pas mis le doigt et conscientisé ce lien d'âme, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Les émotions dans ce lien se logent dans le cœur. Elles ne se logent pas dans le plexus solaire, contrairement aux relations karmiques, où il y a vraiment une intensité ressentie dans le ventre, mais plutôt quelque chose qui nous saisit au niveau du cœur. Il n'y a donc pas toutes ces émotions que l'on qualifie d'état amoureux dans la plupart des relations connues sur ce plan terrestre, ce qui nous met d'ailleurs dans la confusion la plus totale concernant ce lien en début de parcours. C'est lorsque les deux vont évoluer à leur rythme, chacun parallèlement lors des séparations, que l'ego va progressivement se dissiper, on travaille sur cet ego, et que plus
ce chakra du cœur, cette ouverture au niveau du cœur, va se dilater, laisser en nous accueillir cet amour qu'on ressent pour l'autre, qui est un amour d'une pureté sans pareil. Donc c'est quelque chose de ressenti intérieurement très profond et en même temps de très calme et de très doux plus les années passent. C'est-à-dire que toutes les émotions qui teintaient, qui coloraient ce lien en début de relation, qui peuvent un peu nous perturber parce qu'on ne sait pas trop entre désir sexuel et amitié où se positionner, plus on avance et plus on ressent ce lien comme étant quelque chose de très pur. Le corps n'étant absolument pas le meilleur indicateur dans ce genre de relation, c'est l'âme qui reprend le flambeau lors des ressentis. C'est-à-dire qu'on aura beau tout faire pour reprendre une vie normale, dans nos pensées, dans notre subconscient, dans notre inconscient, l'autre est là. Il est là dans nos rêves, il est là à des moments où on ne s'y attend pas, il est là quand on essaie de l'oublier au travers d'une autre relation, ou quand on essaie de passer à autre chose, il est là quand on médite, il est là quand on fait du sport, il est là tout le temps. Pour l'un des deux, la sensation d'avoir l'autre en tête en permanence est vécue difficilement parce que du matin au soir, comme je l'explique dans mes capsules, c'est vraiment une torture latente qui perdure au cours des années. C'est en ce sens qu'on commence un travail d'ailleurs sur soi pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. On a l'impression de devenir fou. Pour l'autre, c'est vécu différemment, c'est-à-dire qu'il a beau essayer d'avoir une vie normale, de reprendre le cours de sa vie normale, son autre reviendra de façon quasi systématique dans sa vie, à des moments où il ne s'y attend pas, et de façon assez intense, dans ses rêves, dans ses fantasmes, dans sa vie de tous les jours, en regardant un coucher de soleil, ou à des moments où il ne s'y attend vraiment, vraiment pas. Et ça perdure, pareil, au cours des mois, des années, ce qui d'ailleurs le fait s'interroger sur la nature de ce lien qu'il ressent fortement, mais qu'il ne comprend pas avec sa tête, c'est-à-dire que tout son corps lui fait ressentir l'intensité énergétique de ce lien, mais il n'arrive pas à conscientiser qu'il puisse s'agir d'amour, parce que ce type de lien ne ressemble en rien à l'idée qu'il se fait de l'amour. Enfin, au niveau de l'âme, dans ce type de lien, c'est vraiment la sensation de rentrer à la maison, ressentie pour les deux. On a réellement la sensation d'être chez soi avec l'autre, quelle que soit la distance qui nous sépare, quelles que soient les différences d'âge, de culture, de religion qu'on peut avoir dans ce lien de manière très forte en fait. Jamais, jamais, jamais on ne se sent aussi proche de soi-même que auprès de l'autre. Cette relation d'âme est un parcours initiatique, c'est un parcours d'éveil, une relation qui nous fait nous affranchir de tout ce qui nous sépare, de tout ce qui nous divise, pour atteindre l'état d'unicité. Unicité en soi et unicité avec l'autre. Alors évidemment, ce type de relation qui existe depuis la nuit des temps fait fantasmer beaucoup de personnes, beaucoup de créateurs, d'artistes, de réalisateurs de films, de philosophes, d'écrivains, se sont penchés sur ces sujets, se sont questionnés sur ce type de relation et ont fini par véhiculer une image très sacralisée de ces duos qui est imprimée au sein de l'histoire de l'humanité depuis toujours. Cette relation fait fantasmer, bien évidemment, toutes les personnes qui ne seraient pas dans ce type de relation parce que elle aspire à faire émerger de nous le meilleur, elle est la complémentarité absolue et la version la plus pure de l'amour qu'on peut trouver sur cette terre. Ces duos d'âmes, également appelés couples cosmiques, vous en retrouverez la notion dans tous les textes sacrés, dans nombreuses philosophies, dans de nombreuses cultures, que ce soit en Afrique, en Asie, en Orient, en Occident ou même en Amérique. Tous ces mythes ont été repris depuis quelques années, on va dire une quarantaine d'années, notamment depuis l'arrivée du New Age qui a repris ce concept, l'a galvaudé, même si initialement il a été remis un peu au goût du jour, véhiculé, transmis par des couples d'âmes jumelles et de flammes jumelles réunies notamment aux États-Unis. Comme toute initiation, l'information et les vérités se retrouvent par celui qui est prêt à les recevoir. Si vous tentez de rechercher des vérités sur ces couples, vous ne trouverez que du faux. Si vous évoluez à votre rythme, que vous avez des ouvertures de conscience significatives, la vérité se présentera ou l'information se présentera à vous sans même que vous n'ayez à la rechercher. C'est magnifique sur ce parcours de voir à quel point tout se déroule comme un tapis roulant. On n'a pas besoin d'aller chercher compulsivement, il suffit juste d'attendre et de continuer à avancer tranquillement sur son parcours. Cet adage prend son véritable sens sur ce parcours initiatique. Quand l'élève est prêt, le maître se présente. C'est exactement ça. Quand vous serez prêt, la vérité se présentera à vous sans même que vous n'ayez à faire le moindre effort. Pour les autres, malheureusement, vous serez vite découragé ou bloqué sur vos parcours évolutifs parce que vous vous entêterez à chercher une vérité qui ne correspond pas forcément
à votre parcours, ni même à votre relation amoureuse. N'oubliez pas que la vie est déjà un énorme algorithme et que vous attirez à vous ce dont vous avez besoin pour votre évolution personnelle. Vous êtes guidé à trouver certaines vérités si vous êtes prêt à les entendre et à les voir. Comme je l'expliquais, cette relation qui fait beaucoup fantasmer est très enviée et beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans un couple karmique ont évidemment les mêmes ressentis que les personnes dans un lien de flamme jumelle. À la différence près que la rhétorique ne sera pas la même. C'est-à-dire que la rhétorique utilisée par les personnes dans des couples karmiques évoque l'intensité, évoque des ressentis très très forts, évoque aussi un amour puissant, une dialectique proche de la dépendance affective ou de la codépendance affective. Les souffrances rencontrées sont celles de l'ego qui n'est pas sorti de ces schémas dysfonctionnels lors de ses relations au préalable et qui continue à reproduire des schémas cycliques qui l'amènent à souffrir, alors que les personnes en lien de flamme jumelle sont sorties des schémas dysfonctionnels et de dépendance affective. Dans un couple karmique, il y a souvent un qui aime plus l'autre, ce qu'on ne trouve pas chez les flammes jumelles, où l'amour est le même s'il est ressenti différemment pour l'un et l'autre des polarités. C'est un amour réciproque, Au sein d'un couple karmique, il n'y a pas le respect et la bienveillance qu'on retrouve au sein d'un duo de flammes jumelles. L'un des deux, celui qui souffre le plus, entamera un parcours évolutif, comme je le décrivais préalablement, alors que chez les flammes jumelles, ce sont les deux polarités qui entament un parcours évolutif dans tous les domaines de leur vie. Qu'ils soient conscients ou pas d'être dans ce lien, la vie des deux personnes, des deux âmes jumelles, des deux flammes jumelles, change littéralement. Des changements de lieu de vie, des changements d'environnement, des changements de relations, des changements de travail, des changements profonds intérieurs conséquents à la reconnexion d'avec son autre. Dans le couple karmique, il y a aussi l'envie de découvrir ce qui se passe en nous, parce qu'il y a aussi ce lien télépathique, comme je l'expliquais, il y a aussi ces ressentis très forts qui nous font nous questionner sur la nature de ce lien. Il peut y avoir, lors de la séparation dans un duo karmique, des souffrances d'ego terribles, qui ne sont pas des souffrances d'âme, et qui font penser à une nuit noire de l'âme, alors qu'il s'agit en fait d'une nuit grise de l'âme. C'est-à-dire que c'est une sorte de sas de décompression, où l'ego est en souffrance terrible, et on a du mal à se relever, mais en aucun cas il ne s'agira d'une nuit noire de l'âme, comme je le décris dans une de mes capsules dédiées à ce sujet. Cette nuit grise de l'âme, qui est terrible pour les couples karmiques, ne mène pas à l'éveil, contrairement à la nuit noire de l'âme, qui nous pousse à l'éveil. Un autre point important, c'est qu'avec le temps, suite à une séparation dans un couple karmique, les souffrances de l'ego s'estompent et se dissipent si l'un des deux entame un travail évolutif, et plus il sera sur ce chemin évolutif de vouloir se sortir de ses dépendances affectives et de pouvoir tirer la bonne leçon de ce duo karmique, plus l'amour ressenti au sein de ce duo va se dissiper. Contrairement aux flammes jumelles, chez qui plus l'ego se dissipe, plus l'amour grandit, c'est-à-dire plus il y a une réciprocité de cet amour et de ce respect inconditionnel ressenti l'un pour l'autre. Ni le temps ni la distance n'ont d'impact sur cet amour qui est indélébile et exponentiel plus on se rapproche de son âme. Enfin, pour les couples karmiques, énergétiquement, on est plombé, c'est-à-dire que les souffrances de l'ego plombent énergétiquement, tirent vers le bas. Ce n'est pas l'âme qui nous pousse à nous en sortir, mais l'envie de ne plus souffrir, c'est-à-dire l'envie de ne plus souffrir de son ego qui nous fera entamer un parcours évolutif dans le meilleur des cas. Pour les flammes jumelles, que ce lien soit conscientisé ou pas par les deux, c'est un lien qui nous élève, qui nous éveille, qui nous pousse à avancer l'un et l'autre dans la bonne direction, la nôtre. Voilà, donc je récapitule. Chez les couples karmiques, les souffrances sont liées à des dépendances affectives ou des codépendances dans nos blessures complémentaires. L'un des deux évoluera suite à la séparation ou la rupture, mais pas forcément les deux, contrairement aux flammes jumelles. Il peut y avoir une ouverture à la spiritualité, mais pas une ouverture de conscience et un éveil comme le connaissent les flammes jumelles. Il peut y avoir ce que j'appelle une nuit grise de l'âme, c'est-à-dire des souffrances de l'ego, mais pas une nuit noire de l'âme avec une souffrance de l'âme. Avec un travail sur soi, des mois, voire des années d'évolution personnelle, on peut complètement casser les schémas des dysfonctionnements que connaissent les couples karmiques, mais jamais avec la même rapidité, la même intensité et le même éveil et réveil que les personnes dans ce lien de flamme jumelle. Avec du temps, de la volonté et un réel travail personnel, on peut couper les liens karmiques
Or, pour un lien de flamme jumelle, on ne peut jamais, jamais, jamais rompre ce lien mutuel, qu'il se soit passé 5, 10, 15, 20, 30 ans de séparation entre les deux polarités. Quand elles se retrouvent, c'est comme si elles s'étaient vues la veille. Les émotions, les ressentis, le rapport énergétique est exactement le même. Le respect est exactement le même. L'amour ressenti par les deux est toujours plus fort, exponentiel, et le lien énergétique ne bouge pas. Le lien est tout simplement indéfectible. Alors il y a encore beaucoup à dire sur les différents types de liens amoureux qui peuvent en effet se rapprocher du lien de flamme jumelle. On a aussi des personnes qui sont des couples spirituels, c'est-à-dire qui ont travaillé sur eux, qui ont eu des parcours de vie évolutifs, qui se sont intéressés à la spiritualité, qui ont même pu d'ailleurs connaître un éveil, et parce qu'ayant augmenté leur taux vibratoire, de par leurs ouvertures de conscience, peuvent attirer à elles des personnes qui sont sur ce même élan, sur ce même taux vibratoire et penser être un duo de flammes jumelles. Évidemment, on en est loin. Ce sont des couples en effet qui peuvent avancer ensemble dans la spiritualité, mais qui ne sont pas des couples de flammes jumelles, qui sont simplement des couples spirituels. Je vous dirais que quelle que soit la relation amoureuse dans laquelle vous vous trouvez, si vous éprouvez des souffrances, des dépendances, des dysfonctionnements, c'est qu'ils sont liés à vous, à votre histoire, à vos traumatismes, à votre charge émotionnelle. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'avancer pour vous et ainsi trouver la bonne personne à vos côtés. Personne ne peut faire ça à votre place et vous êtes propre maître de votre véhicule. L'amour inconditionnel ne se présente qu'à celui qui a trouvé cet amour en lui, qui vibre cet amour de lui-même, pour lui-même, par lui-même, qui aura compris que toute sa vie, il ne cherchait chez l'autre qu'une partie de lui qu'il pensait manquante et qu'il possède déjà. Nous sommes des êtres entiers, handicapés par la vie. Nous sommes des êtres entiers qui expérimentons la dualité, la division dans cette vie sur ce plan terrestre, qui nous fait penser que l'autre possède quelque chose que nous n'avons pas, or nous l'avons déjà. En 2 mots et pour finir, aimez-vous. Toujours en espérant que cet épisode aura pu vous apporter un éclairage sur ce que vous vivez, un éclairage sur vos souffrances, un éclairage sur votre rapport amoureux. Je vous souhaite à tous de trouver foi en la vie, foi en vous et la volonté nécessaire pour vous sortir de vos dysfonctionnements et peut-être un jour connaître le véritable amour. Je vous embrasse très fort, très belle soirée à vous. Au revoir.